campagne, j'ai dit que je voulais regarder la France au fond des yeux, mais je voudrais aussi atteindre son cœur. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Parce que c'est notre projet! La chronique politique de ce grand journal en route vers la présidentielle. Tous les après-midi, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. Un décryptage signé le lundi, Laetitia Krupa, que j'ai le plaisir de retrouver. Bonjour Laetitia. Bonjour à tous. Bonne année, meilleurs vœux. Bonne année. Vous êtes journaliste politique à France Info et Public Sénat. Laetitia, vous nous parlez cet après-midi de la campagne présidentielle qui démarre avec un étau incontournable, évidemment la Covid-19. Et vous vous êtes intéressé à la question de l'organisation des meetings. Oui, parce que c'est une question cruciale et en fonction des réponses un peu de chaque candidat, de chaque candidate, c'est un marqueur politique fondamental, me semble-t-il, en ce début d'année. Pourquoi ? Parce que en fonction de la réponse qu'ils apportent dans cette crise sanitaire, ils vont se positionner différemment. Par exemple, pour ce qui est du gouvernement, on n'a pas encore, bien sûr, la candidature d'Emmanuel Macron, mais on peut imaginer que s'il se lance, il appliquera les règles qui sont en vigueur, c'est-à-dire pour les événements culturels, jauge de 2000 personnes à l'intérieur, 5000 personnes à l'extérieur. Et finalement, quand on regarde du côté des candidats, on va dire traditionnels, un peu classiques, c'est la ligne de Valérie Pécresse et d'Anne Hidalgo aussi. Anne Hidalgo qui plaide depuis le début pour la vaccination obligatoire. Valérie Pécresse, elle, dès la campagne des primaires, a interdit l'accès de ces salles aux personnes qui n'étaient pas vaccinées, qui n'avaient pas le pass sanitaire. Yannick Jadot, lui, promet des réunions en plein air et à effectif plutôt réduit. Et alors, celui qui vraiment est le monsieur protecteur nec plus ultra, c'est Fabien Roussel, candidat du Parti communiste, qui lui dit qu'il appliquera les jauges et qu'il exigera les passes sanitaires et le masque FFP2. Il donne l'exemple. En ce qui concerne les passes, ce n'est pas si simple pour le moment, parce que cet après-midi, les députés qui discutent en ce moment du projet de loi sur le pass vaccinal vont étudier un amendement LR pour autoriser les candidats qui le souhaitent à imposer le pass sanitaire. Pour le moment, ce n'est pas possible. Le Conseil constitutionnel a dit non, ce n'est pas possible dans les meetings politiques comme pour les offices religieux. Mais le gouvernement soutient cette mesure, donc je pense que ça va passer et ensuite le Conseil constitutionnel devra la valider. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est pour ça que j'ai d'abord cité tout un peu les candidats dits traditionnels. Pour Jean-Luc Mélenchon, qui est à l'extrême gauche de l'échiquier politique, lui, son positionnement est différent. Il dit non au pass, oui au masque. Il l'a expliqué ce matin sur France Inter. Écoutons-le. Alors d'abord, je commence par dire une chose, parce que tout à l'heure, Madame Salamé, hélas, vous avez oublié de préciser que si nous ne respectons pas les jauges, qui sont proposés pour les spectacles publics, en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel qui dit qu'il ne peut pas y avoir de jauge pour les réunions politiques et électorales. Là, vous parlez à ma question à Olivier Véran sur la question des jauges, qui vous a accusé, vous, Marine Le Pen ou Éric Zemmour, qui n'allez pas mettre de jauge dans vos meetings, d'être irresponsable. Oui, je pense qu'il n'aurait pas fait la même remarque stupide si vous aviez précisé que nous allons distribuer des masques FFP2 aux gens qui participent à notre meeting. Voilà, donc c'est le projet de Jean-Luc Mélenchon, distribuer des masques FFP2. Et pourquoi c'est si capital, comme je vous le disais au départ de cette chronique ? Parce que ça fait partie de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon qui compte, il l'a redit ce matin, répété, sur la mobilisation des électeurs. Évidemment, un meeting, c'est une démonstration de force, c'est une occasion de se retrouver ensemble et c'est une occasion aussi de créer une dynamique qui, pour l'instant, à gauche, n'existe pas. Alors, Éric Zemmour, on l'a entendu dans l'extrait, lui aussi, alors c'était un peu flou, parce que Olivier Hubeda, qui travaille à ses côtés, a tweeté il y a 6 jours que les masques seraient obligatoires et le pass recommandé, mais les règles du côté d'Éric Zemmour ne sont pas encore fixes. On verra ce qui se passera. Son prochain grand meeting, c'est le 7 janvier à Châteaudun. Qu'en est-il de Marine Le Pen ? Et alors, Marine Le Pen, vous avez vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce tweet de Jean-Marie Le Pen qui appelait à la vaccination. Bon, qui pouvait sembler à certains surprenant. Elle a réuni son bureau de campagne ce matin, Marine Le Pen, et donc elle a annoncé que son grand rassemblement du 15 janvier à Reims, qui s'appelait Convention présidentielle, était
annulée et reportée 3 semaines plus tard, le 5 février. Mais elle dit qu'elle fera quand même, son équipe dit qu'elle fera une déclaration dans un lieu symbolique. Pourquoi, Steve? Pour lancer l'opération. Et là, ça devient encore plus intéressant. 5000 marchés. 5000 marchés, c'est l'itinérance de Marine Le Pen dans toute la France pour aller à la rencontre des militants. Donc sur les marchés. Et quand on dit marché, on dit... Fruits et légumes? Non, on dit poignée de main. Évidemment. On dit poignée de main, on dit peut-être même embrassade avec des militants. Pourquoi pas si on a envie d'être Ça va être compliqué avec des masques. Ça va être très compliqué. C'est pour ça que ce n'est pas accessoire, cette question du Covid qui s'invite dans la campagne. Tout, pour le moment, en tout cas jusqu'à ce que la situation reste comme ça mouvante, tout va contraindre les candidats et peut-être imposer des nouvelles lois complètement inédites. D'ailleurs, d'ici 15 jours, une réunion se tiendra à Beauvau avec Gérald Darmanin, toutes les formations politiques, pour décider des conditions de cette campagne. C'est donc, Laetitia, le sujet principal de la campagne qui débute. Oui, et les candidats d'extrême droite comme Éric Zemmour et Marine Le Pen ont beau dire que c'est un hold-up d'Emmanuel Macron sur la campagne qui impose cette thématique sanitaire pour ne pas avoir à finalement aller sur des sujets qui lui seraient, selon eux, peut-être plus défavorables, comme le régalien. Mais bon, Steve, c'est un constat, c'est-à-dire que la question, le sujet du Covid s'impose partout. Vous l'avez vu, vous avez peut-être des enfants, vous allez peut-être au travail, c'est-à-dire que les Français sont impactés de façon directe et quotidienne. Donc on ne peut pas faire autrement. Et c'est l'enjeu pour tous. Comment contourner ce mur-là du Covid qui s'impose aujourd'hui pour aller sur d'autres sujets. Anne Hidalgo avait tenté d'imposer le pouvoir d'achat. Bien sûr, Éric Zemmour est toujours sur l'immigration, le grand remplacement, comme peut-être Marine Le Pen sur ces deux sujets, pouvoir d'achat et immigration. Mais c'est un casse-tête pour tous. Mais c'est un atout pour Emmanuel Macron peut-être, Laetitia. En tout cas, ce n'est pas un frein, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque à la faveur de la crise, il a réussi finalement à jouer un rôle totalement inédit dans son quinquennat. Jusqu'à là, il était celui, finalement, c'était un peu la critique qu'on lui faisait, celui qui divise et celui qui favorisait les classes supérieures, pour ne pas dire les riches. Le Covid, c'est vrai, lui a permis de muscler comme jamais son bras gauche. Il est apparu comme le chef de l'État protecteur, de l'État qui a réussi à protéger la France du Covid. Quand on regarde aussi ce qui se passe à l'étranger, la comparaison lui est plutôt favorable. Donc oui, il a de toute façon décidé de commencer d'entrer en campagne, même s'il ne dit pas, sur cette politique sanitaire et ce rôle-là. Mais attention, parce que vous savez que c'est dans 4 mois, on est d'accord, c'est tout proche le premier tour, mais tout peut arriver. Et donc c'est aussi handicapant pour Emmanuel Macron, parce qu'il ne peut pas travailler ces autres thématiques. On ne sait pas si peut-être dans la dernière ligne droite, en avril, un autre thème pourrait s'imposer et faire chuter le favori des sondages au dernier moment. Donc, est-ce que le Covid fera le vote en 2022? Je vous dis que pour l'instant, le vote est aussi imprévisible que la situation sanitaire. On verra si ça évolue dans les prochaines semaines et les prochains mois, grâce à vous notamment, Laetitia Krupa. Merci à vous. On peut réécouter En route vers la présidentielle en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Nous serons demain en compagnie de David Revaud-Dallon du journal du dimanche. Merci à vous, Laetitia, et à lundi prochain. À lundi.